Tout le monde. Je suis bien contente de voir que vous êtes là. Merci en grand nombre. Je ne m'attendais pas à autant, honnêtement. Donc, moi, c'est Olga Maget, je suis conseillère pédagogique transversale et je suis accompagnée de beaucoup de mes collègues aujourd'hui. Il y a Audrey Coran-Maison, qui est CP en orthopédagogie. Il y a Sacha Keval, CP français. Et ma chère collègue Marie-Josée Blanchette qui était avec moi sur ce projet-là, projet LIRE, et donc qui est enseignante en adaptation scolaire en classe soutien aux apprentissages. Il y a aussi notre collaborateur Kevin Gervais qui collabore avec nous depuis cette année dans le projet LIRE. Il y a aussi donc Catherine Mainville qui est CP en univers social. Donc, on va tout être là, puis on va donc vous présenter c'est quoi la lecture interactive riche en expériences. Vous êtes peut-être allé sur le site, puis vous avez peut-être découvert un petit peu. Euh, c'est sûr que le lancement de ce site-là a été fait en février, donc il n'est peut-être pas très connu de la commission scolaire de Laval. C'est parce qu'on n'a pas pu déployer auprès des écoles donc le contenu, ni pu faire des accompagnements cette année. C'était prévu pour l'année 2021. Donc, on le présente aujourd'hui parce qu'avec ce contexte particulier, on pensait que ça pouvait répondre à des besoins. Donc, voilà. Un petit... Olga, si tu permets, les nouvelles personnes qui viennent de s'ajouter, ne pas oublier d'aller inscrire vos noms et écoles dans dans la conversation. Oui, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous envoyer ou communiquer avec vous par la suite. Donc, un petit mot pour les règles de communication durant cette présentation, ce moment-là. Donc, il y aura un temps de présentation. Donc, on va vous présenter qu'est-ce que c'est ce projet. Puis, donc, pendant ce temps-là, on va garder les micros en muet pour qu'on puisse bien entendre la présentation. Vous êtes libre de garder votre caméra ouverte ou fermée. On va enregistrer le moment de présentation pour ceux et celles qui ne pouvaient pas être présents ce matin pour qu'ils puissent la visionner ultérieurement. Lors des échanges, on va arrêter l'enregistrement, comme ça, vous serez peut-être un petit peu plus libre pour échanger. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à participer quand ce sera le moment des questions-réponses puis des échanges. On vous invite vraiment à garder votre caméra ouverte et donc à participer. On fera une gestion quand même des droits de parole. Donc, dans votre barre à outils, dans Participants, vous pouvez lever votre petite main bleue comme c'est indiqué ici à l'écran. Ou sinon, dans votre barre à outils aussi, vous avez un petit onglet pour converser. Vous pouvez, ceux qui sont plus à l'aise dans le clavardage, poser vos questions ou mettre vos commentaires dans le clavardage. Donc ça, c'est pour les petites règles de communication pour que ce soit harmonieux aujourd'hui. Donc, pour notre heure du jour, on a donc 6 points à voir ensemble aujourd'hui. Donc, on va brièvement vous dire qu'est-ce que c'est ce projet-là, LIRE. Ensuite de ça, on va regarder nos 3 cadres de référence pédagogiques. C'est sûr qu'on va faire un survol parce que ces 3 cadres-là font l'objet de cours universitaires de 45 heures chacun. Là, on ne va pas pouvoir aller en profondeur dans chacun de ces cadres-là, mais vous aurez quand même une bonne idée de ce que c'est, puis vous pourrez ensuite de ça sur le site trouver plus de documentation. Puis sachez que ce site-là est continuellement alimenté. Donc, il y a des mises à jour qui sont prévues. Il y en a une en juin qui est prévue. Puis, la mise à jour concerne essentiellement l'onglet Conception universelle de l'apprentissage. Donc, il y aura toujours des mises à jour, il va toujours être alimenté, puis ça va être toujours une source d'information et d'auto-formation aussi pour les enseignants. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est apprendre par la lecture, qu'est-ce que la multimodalité, qu'est-ce que la conception universelle de l'apprentissage. Pour ensuite, une fois qu'on a vu c'est quoi ces 3 cadres de référence-là, bien, comment on planifie à l'aide du site LIRE
pour ensuite avoir une période d'échange. Donc, si ça vous va, ben, je vous propose qu'on aille de l'avant. Donc, je vais donner la parole à ma collègue Marie-Josée. Bonjour. Qu'est-ce que lire? Lire, c'est un site Internet, mais c'est plus qu'un site Internet. C'est un site qui offre des ressources numériques, éducatives, mais libres de droit. Tout ce qui est sur le site est vraiment libre de droit. C'est vraiment, c'est tout indiqué, présentement pour l'enseignement à distance, car tous les élèves, en fait, ont accès à tous les documents qui sont là et les enseignants aussi. Donc, c'est vraiment un site là qu'on peut retrouver tout ce qu'on a besoin présentement. Donc, pour planifier aussi notre soutien aux besoins pour les élèves, pour trouver les ressources, les textes. Donc, vraiment, c'est un site très complet. Ça permet aussi de planifier des activités d'apprentissage par la lecture. Dans le contexte actuel, lire, je pense que répond à un besoin. Qui permet aussi, comment je pourrais vous dire ça, permet de couvrir les éléments complets. Je reprends. Donc, dans le contexte actuel, ça permet de couvrir le programme au complet dans un apprentissage par la lecture de façon multidisciplinaire, interdisciplinaire. Donc, ça nous permet de travailler, entre autres, en français, en univers social, en ECR, en art. Donc, toutes ces matières-là, on peut les retrouver dans un même sujet. Ça s'adresse à des élèves de 2e et de 3e cycle du primaire, autant en classe ordinaire qu'en classe d'adaptation scolaire. Et c'est aussi lire un site Internet, mais aussi ça nous permet c'est une référence pédagogique qu'on s'appuie. Donc, l'apprentissage par la lecture, l'APL, la multimodalité, les conceptions universelles de l'apprentissage qu'on va pouvoir vous parler par la suite. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur lire? Ça nous permet aussi de planifier nos rencontres en vidéoconférence, en sous-groupe, en groupe, avec nos élèves. Voilà. Puis ça permet aussi aux élèves d'aller consulter sur le site même les textes qui sont là. Et par la suite, on peut, avec eux, faire des échanges de ce qu'ils ont lu, soit en sous-groupe, soit en grand groupe aussi. Donc, c'est vraiment un site très, très, très complet. Puis, voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, Olga. Non, puis si je peux me permettre d'ajouter que ce soit pour l'enseignement à distance que vous voulez fournir présentement ou que ce soit dans l'optique de la rentrée en septembre, on ne sait pas encore comment ça va se passer, hein? Ça change beaucoup, donc on ne sait pas si on va être en mode hybride ou ça va être une rentrée pour tout le monde. Que ce soit une rentrée pour tout le monde ou qu'on soit en mode hybride ou que ce soit à distance. Je ne pense pas qu'on va être à distance, par contre, là, mais bref, le fait que la rentrée en septembre, c'est inévitable, il va y avoir une sorte de compactage de curriculum à faire. Donc, on va devoir revenir sur des éléments qui n'ont pas été enseignés de l'année précédente. Donc, l'enseignant qui reçoit les élèves va devoir faire un enseignement ou consolider la compétence de ses élèves et des notions qui n'ont pas été enseignées, qui sont essentielles dans le cycle dans lequel l'élève chemine l'année suivante. Donc, c'est sûr qu'il y a une plus-value à aller travailler en interdisciplinarité parce que là, on gagne du temps, puis on présente
des situations d'apprentissage qui sont pertinentes, qui sont plus authentiques pour les élèves. Puis c'est un gain de temps pour les enseignants là, dans leur planification, au lieu de faire les choses de façon cloisonnée. Donc, je fais mon français, mon univers social, mon éthique, mes mathématiques de façon toute cloisonnée puis isolée. Bien là, je les regroupe et toutes mes séances de lecture deviennent des lectures où j'apprends en univers social, j'apprends en ECR, j'apprends dans d'autres disciplines. Et donc, ma séance de lecture a tout un sens. Je développe mes compétences de lecture, donc ma compétence à comprendre, ma compétence à réagir, ma compétence à interpréter. Et je développe ma compétence en univers social où là, je dois comparer ma société en deux temps différents. Je dois relever, lire des éléments de la société. Donc, je suis en train de développer mes compétences à travers les différentes disciplines. Donc, il y a vraiment une plus-value là. Et comme je suis en compactage, donc je suis pris là, en tant qu'enseignant. D'habitude, j'ai une latitude, j'ai plus de temps, mais là, je dois vraiment compacter. Je dois voir peut-être des éléments de l'année précédente. Et je vais peut-être devoir accélérer dans mon programme de cette année 2021. Donc, il y a vraiment une plus-value à aller dans l'interdisciplinarité. Puis si on va cette année, je pense aux enseignants du BL qui ont plus d'éléments à voir cette année. Bien, si on va vers de l'enseignement à distance, ce qui est intéressant ici, c'est que tout le matériel est présent sur le site, puis les élèves peuvent les consulter à leur guise, puis je peux préparer. Donc, on est dans une forme plus de classe inversée, là. Donc, je peux donner les travaux à faire où les élèves peuvent choisir les sources d'informations qu'ils vont aller consulter. Puis après ça, j'organise soit des rencontres en grand groupe où je modélise ou quelque chose, où je fais un retour sur quelque chose. Soit j'organise des rencontres où ils font un travail en sous-groupe, ou j'organise des rencontres où je fais des pratiques guidées avec un sous-groupe d'élèves que je sais ça va pas aussi bien que prévu, ou ils ont besoin d'un soutien plus précis par rapport à une stratégie de lecture ou quelque chose. Donc, je peux vraiment organiser tout ça. Donc, c'était pour juste vous dire pourquoi on a pensé que c'était pertinent de vous présenter le site Lire présentement, que ce soit pour un enseignement à distance ou pour la rentrée en septembre. Donc, voilà. On va poursuivre. On prendra les questions à la fin, donc notez-les au fil de la présentation si vous en avez. Donc, apprendre par la lecture, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas s'il y en a qui sont familières avec cette approche-là. Ce qu'il faut retenir de cette... je vous le dis, là, c'est vraiment les grandes lignes. Déjà, c'est Sylvie Cartier, de l'Université de Montréal, qui est l'initiatrice de cette approche-là. Ce qu'il faut retenir de cette approche, c'est que ce n'est pas une compréhension de texte qu'on demande à l'élève, c'est bien plus que ça, mais c'est vraiment une situation et un processus par lequel le lecteur, donc l'élève ici, acquiert des connaissances par la lecture de textes informatifs. Donc, c'est bien au-delà de « je lis puis je réponds à des questions », donc je valide la compréhension d'un texte. Je veux que mon élève apprenne quelque chose de par sa lecture et qu'il l'utilise par la suite. Donc, on donne tout un sens à la lecture ici et toute une pertinence à lire. Donc, on va vraiment au-delà du simple « je lis puis je réponds à des questions » et je vérifie juste la compréhension d'un texte. Donc, c'est des situations d'apprentissage qu'on dit complexes, pertinentes et motivantes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Pas pertinente, c'est pour susciter un engagement profond de la part de l'élève et qu'elle demande réellement de lire et d'apprendre la tâche qu'on lui propose. Puis quand on parle d'un degré de complexité, oui, on fait référence à la zone proximale de développement, mais on doit vérifier, est-ce que cette tâche que je demande là, elle va lui demander à l'élève de mobiliser plusieurs stratégies. C'est de là qu'on voit la complexité de la tâche. Puis, est-ce qu'elle est motivante pour l'élève? Puis, pour aller plus loin, pour valider
je peux me poser des questions hein, pertinentes. Est-ce que cette activité-là demande réellement à l'élève de développer l'habileté ciblée? Est-ce que le texte que je propose ou est-ce que la vidéo que j'ai proposée à l'élève va vraiment amener l'élève à apprendre sur le sujet que je lui ai donné? Non, ça l'effleure, ce sujet-là. C'est vraiment pas un sujet qui va l'amener à approfondir sa connaissance. Où le texte, sa structure, elle n'est pas vraiment intéressante, puis ça ne va pas l'amener à développer la stratégie que j'ai ciblée pour l'élève. Donc, ce n'est pas pertinent. Ça, c'est des questions que je peux me poser quand je regarde le matériel que je propose à l'élève. Puis ce qui est intéressant avec lire, c'est qu'on a fait pas mal toute cette job-là pour l'enseignant. L'enseignante. Donc, motivante, ben, est-ce que l'activité est significative aux yeux de l'élève? Puis, est-ce qu'elle présente un défi raisonnable? Donc, ces questions-là, vous les connaissez pas mal par rapport à la motivation. Puis, est-ce que donc ça intègre aux activités planifiées de la classe ou c'est juste une activité qui est juste parachutée comme ça, puis elle ne fait pas de sens dans le quotidien de l'élève, dans votre routine d'enseignement. Donc, c'est important qu'il y ait une boucle là, dans ce qui fait l'élève, puis qu'elle fasse du sens, puis que la tâche soit authentique, puis dans ce qu'on propose dans lire, bien, quand je lis pour apprendre, il faut que je communique ce que j'ai appris. Donc, là, l'élève voit la tâche qu'elle est authentique, puis ben oui, j'ai appris quelque chose, puis là, je vais avoir l'occasion de le communiquer à quelqu'un, que ce soit dans ma classe ou à l'école quelque part, ou le mettre sur le site de l'école, le mettre quelque part d'autre. Puis nous, là, on va développer aussi une plateforme au sein du site où, bien, si les élèves dans vos classes ont produit quelque chose de multimodal sur les thèmes, on les veut, puis on va les mettre comme ressources d'information multimodale que d'autres élèves vont pouvoir utiliser. Parce que c'est précieux, ces documents-là, puis ils ont toute leur valeur. Et ça gratifie les élèves, puis ils voient pourquoi hein, pourquoi je travaille à l'école. Ben oui, tu travailles, puis tu apprends, puis ça a tout son sens. Je rajouterais, Olga, que ça fait sens à l'élève aussi de faire ces activités-là, puis ça a un but. Oui. Puis, ben, les occasions d'apprendre, vous voyez ici, il faut fournir multiples occasions d'apprendre. Est-ce que ces activités que je propose à l'élève se vivent de façon régulière et suffisante? Est-ce que l'élève, j'ai ciblé une habileté, est-ce qu'il aura assez de temps pour développer cette habileté-là ou ça va juste se vivre 2 fois dans ma planification? Donc, ceux qui sont très à l'aise avec ça vont la développer, l'habileté, mais là, il y a 70% ou 60% de ma classe qui n'ont pas eu assez d'occasion d'apprendre. Donc, est-ce qu'ils ont réellement suffisamment d'occasions d'apprendre? Est-ce que la durée de chacune des activités est suffisante aussi? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on peut se demander. J'irai encore plus loin. Quand on parle de lecture, il faut élargir sa définition de la lecture. Puis là, Marie-Josée, un petit peu plus tard, dans la multimodalité, elle va en parler aussi. Il faut élargir sa définition de la lecture. Lire ne se limite pas à décoder un texte ou à juste du texte. Donc, lire, c'est faire du sens, c'est comprendre un message, qu'il soit textuel, visuel, audiovisuel ou toute autre source. Donc, il faut vraiment élargir cette définition de la lecture. Puis même dans le PFEQ, là, quand on le relit, il nous demande de mettre l'élève régulièrement en contact avec une diversité de textes présentés sur différents supports médiatiques et des textes qu'ils ont lus, entendus ou vus. Donc, il faut vraiment les exposer à cette multimodalité-là. Je vais poursuivre. En APL, il faut aussi planifier un soutien tout au long du processus de l'apprentissage. Parce qu'on a beau planifier en tant qu'enseignant, je ne suis plus enseignante, mais je l'ai été, on planifie toute notre
notre situation d'apprentissage, puis on pense qu'elle est toute bouclée, puis tout ça. Puis là, souvent, hein, il faut qu'on improvise des fois. Là. On se rend compte que ben, soit ils ne sont pas disponibles, soit il y a quelque chose qui se passe, soit Jonathan, il pète sa coche, ou en bref. C'est parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Nous, on planifie, déjà, on sélectionne les sources d'information, on a un objectif on cible des apprentissages et tout ça. Mais après ça, il y a des élèves qui reçoivent ce qu'on a donc planifié. Puis ils les reçoivent chacun à sa manière. Puis ça, plus on est conscient de ce processus-là, parce que souvent, là, on parle beaucoup des cadres de référence d'enseignement, mais rarement on a des cadres de référence sur l'apprentissage. Puis l'APS, ce que j'aime beaucoup là, de l'apprentissage par la lecture, c'est une des approches qui parle beaucoup de l'apprenant, de l'apprentissage, comment ça se passe chez l'élève. Puis ça, c'est un schéma, là. Vous pourrez lire le livre de Sylvie Cartier, c'est beaucoup plus élaboré, mais un schéma aussi, ça aide pas mal à comprendre. Plus on est conscient de comment ça se passe dans la tête de l'élève, plus on peut soutenir le processus de l'apprenant et donc soutenir l'apprentissage. Donc, l'élève, là, il va comprendre la tâche à sa manière, donc l'exigence de la tâche. Il va vivre des émotions, il va se dire « Oh my God, c'est beaucoup trop difficile » ou c'est beaucoup trop facile ou toutes sortes de choses. Il va vivre des émotions. Il va se fixer un objectif. Il y a nos élèves qui vont tu sais, les élèves zéro faute, là, ils vont se fixer un objectif de vraiment faire la tâche parfaite. Puis c'est ceux qui peut-être vivent beaucoup de stress, puis on les voit. Il y a des élèves qui sont, malgré que j'ai modélisé, j'ai vraiment expliqué, j'ai donné toutes les consignes, j'ai été très, très claire, il y a des élèves, pour eux, leur objectif, c'est de finir la tâche le plus rapidement possible, malgré toutes mes explications. Il y a des élèves qui vont se dire, bien, moi, ma tâche, c'était mon objectif, là, puis la tâche, c'était de, par exemple, annoter le texte. C'était de surligner par groupe de mots. Mais mon élève, c'est beaucoup trop compliqué, là, le groupe de mots. Je retrouve dans son texte des phrases surlignées. C'est parce que son objectif personnel, ben, c'était de le faire, mais c'est beaucoup trop complexe. C'est après ça, c'est quand il a planifié sa tâche, il n'a pas su faire appel aux stratégies efficaces pour faire la tâche. L'objectif était de répondre à l'attente telle que mentionnée par la prof, mais c'est quand il a planifié ben, que là, il n'a pas fait appel à la bonne stratégie. Donc, c'est quand on est conscient de tout ce processus-là, qu'on peut agir au bon endroit puis faire une bonne rétroaction à l'élève. Plus l'élève est conscient de ce processus, donc moi, là, si j'étais prof, je mettrais cette image-là, puis je en parlerai, puis il y a des outils, là, Kevin travaille dessus présentement, qui vont être déposés là, en juin aussi, sur tout le processus autorégulé de l'élève, où l'élève pourra faire une rétroaction, une autorégulation sur son travail et l'enseignante et l'enseignant pourront faire une rétroaction sur le travail de l'élève très spécifique par rapport à son objectif personnel de travail, par rapport au choix de ses stratégies qu'il a fait dans son travail. Donc, tout ça, là, on pourra vraiment cibler là où ça n'a pas fonctionné. Parce que des fois, on regarde puis on se pose la question, mais c'est quoi qui n'a pas marché? C'est où que ça a bloqué? Et plus on est conscient du processus, plus on peut pinpointer, si je peux me permettre l'expression, où ça a bloqué, puis on peut intervenir. Que ce soit en orthopédagogie ou que ce soit en classe. Donc ça, c'est les grandes lignes de l'APL. La multimodalité. Donc, la multimodalité, c'est quoi? Bien, c'est la combinaison d'au moins 2 modes sémiotiques. Sémiotique, c'est-à-dire c'est un mode de production
soit qu'on produit ou qu'on est en réception de différents systèmes de communication. Donc, ça peut être un texte, un audio, des cartes géographiques, des films, des vidéos, des images, des photos, sites Internet, des graphiques, des schémas. Donc, tout ce qui donne un sens au texte qu'on est en train de lire. Ça, c'est important tant pour les élèves qui sont en difficulté que les élèves du régulier. Et comment je dirais, c'est dans la vie de tous les jours, je pense que, tu sais, on est à l'ère informatique du visuel. Bon, par exemple, on lit la presse, bien, on fait appel à la multimodalité quand on lit la presse. Donc, on est de plus en plus sollicité par la multimodalité et nos élèves, bien, ça doit être présent aussi dans le matériel qu'on leur offre. Donc, cette multimodalité-là. Et donc, c'est ça, c'est super important parce que ça fait toute la différence quand on offre un travail d'un simple texte avec rien, puis un texte où il va avoir de l'audio, qui va avoir une image, qui va avoir une photo. Souvent, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que le texte va avoir tout ça un sens pour l'élève, puis qui va lui permettre d'accomplir la tâche par la suite. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit par rapport à notre modalité. Une image vaut 1000 mots. Ça revient. C'est un outil de différenciation pédagogique qui est vraiment qui vaut de l'or, là. Puis je rajouterais encore que le site Lire a fait ce travail-là pour l'enseignant, puisqu'on s'est... je veux juste vous dire aussi que le projet Lire a pris 2 ans là, de travail. Hein. C'est pas né du jour au lendemain. Puis ce que les profs ramenaient, c'est que c'est une éternité là, d'aller chercher le bon texte, la bonne image, le bon vidéo et de tout mettre ça ensemble. Donc, on s'est dit, puis là, après ça, il faut qu'on planifie puis qu'on s'assure que ça correspond aux attentes du programme. Donc, nous, ce qu'on s'est dit dans l'optique de lire, c'est qu'on ne veut pas que la prof ou le prof, il perde son temps à aller chercher le matériel. On va faire ça, puis on va s'assurer que c'est un matériel qui est accessible à tout apprenant, qui est une difficulté langagière, qui est une difficulté d'apprentissage ou qui n'est pas de difficulté du tout, ou qui est en apprentissage de la langue française. Puis on veut que le prof, là, il puisse se concentrer sur sa tâche de prof, c'est de planifier l'enseignement puis le soutien à l'apprentissage. Donc, vous avez le matériel qui est accessible. Maintenant, vous pouvez vous adonner à une tâche qui est beaucoup plus votre tâche, qui est de planifier. Parce que ça prend des heures à aller scruter Internet pour trouver la bonne vidéo qui va avec le bon texte, avec la bonne image, avec la bonne audio, avec tout ça. Puis après ça, on est tellement fatigué qu'on n'a plus le goût de planifier ou de s'attarder à tout ça. Donc là, les thèmes sont tous construits, puis ils sont tous... c'est sûr qu'il y a encore des thèmes à développer, là, mais au moins, vous avez ça. Donc, on peut poursuivre. Notez vos questions si jamais vous en avez. La conception universelle de l'apprentissage. Donc, ce qu'il faut retenir de cette conception universelle de l'apprentissage, c'est que ça va au-delà de la différenciation pédagogique. C'est vraiment planifier en amont tout ce que je peux faire pour baisser ou enlever toutes les barrières à l'apprentissage. Ça s'inspire de l'architecture. Vous avez déjà entendu parler de cette fameuse rampe qui a été pensée pour la personne handicapée, mais qui a servi à toutes sortes de personnes, les parents avec leur poussette, la personne avec un chariot, les personnes âgées ou la personne qui s'est cassé un pied. Donc, on s'est rendu compte que quand on
quand on pense accessibilité, bien, on rejoint beaucoup plus de gens, beaucoup plus de personnes qu'à l'initiale, à la personne qu'on a pensée. Quand on pense aux extrêmes de la courbe, bien, on rejoint beaucoup plus de gens que quand on pense à la personne fictive moyenne. Parce que quand on y réfléchit vraiment, il n'y a personne qui est moyen. Il y a beaucoup d'autres industries que l'architecture qui a embarqué le pas. L'éducation embarque tranquillement aussi. Pensez, là, je vais vous donner un exemple. Votre élève moyen, souvent, on planifie pour un élève moyen. Mais quand on s'attarde vraiment à réfléchir qui est cet élève moyen-là, il n'existe pas. C'est un mythe. Est-ce que vous avez vraiment un élève moyen en mathématiques? Donc, dans toutes les composantes mathématiques, il est moyen dans toutes les composantes mathématiques, dans tous les domaines. Est-ce qu'il est moyen dans tous les domaines de l'écriture? Donc, en syntaxe, en adaptation à la situation d'écriture, en vocabulaire, il est moyen partout. Donc, en lecture, c'est pareil. Cet élève moyen-là n'existe pas. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que quand je planifie pour mes deux extrêmes, donc mes élèves qui sont forts, qui sont rapides, doués, puis mes élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, automatiquement, je vais rejoindre tout l'ensemble de cette diversité-là qui existe dans ma classe. Un exemple peut-être qui va résonner, qui va faire écho dans vos têtes, ben, c'est les autos, les sièges d'auto. Je ne sais pas si vous connaissez Sacha, mais Sacha est assez grande de taille. Bonjour Sacha, je donne toujours cet exemple-là. Et puis, pensez à une personne qui est assez petite de taille. Là. Bien, on peut conduire la même auto parce qu'ils ont arrêté de faire des sièges pour la personne moyenne qui n'existe pas. Il n'y a personne qui est de taille moyenne. Mais il y a des gens qui sont assez grands de taille et puis des gens qui sont petits. Donc, ils se sont dit, bien, on va faire des sièges ajustables. Donc, le plus grand pourra utiliser ce siège-là, puis le plus petit pourra utiliser aussi. Et la personne entre ces deux-là trouvera son compte. Tout le monde peut utiliser la même auto et trouver son compte, puis ajuster ce siège-là. C'est pareil en éducation, c'est faisable en éducation aussi. Quand on réfléchit aux deux extrêmes de la courbe, on va rejoindre toute la diversité qui se présente dans nos classes. C'est sûr que c'est un exercice à faire. C'est des changements de pratique, ça s'apprend. Donc, c'est surtout ce qu'il faut retenir aussi, c'est pas juste des principes philosophiques, mais ça repose sur la science, sur la neuroscience et sur comment le cerveau apprend. Donc, vous voyez ici à l'image des parties du cerveau qui sont mobilisées là, par rapport aux trois principes. Le quoi, donc quand on parle d'offrir plusieurs moyens de représentation, ici, je ne vais pas vous parler des zones du cerveau. On pourra faire ça ultérieurement si ça vous intéresse. Ici, on parle des savoirs, des connaissances, de la compétence qui se crée. Donc, ici, c'est vraiment la partie de l'enseignante de ce qu'elle propose à ses élèves. Donc, c'est de rendre cette information accessible et aussi de soutenir l'élève dans l'utilisation de l'information de bonne façon puis dans les bons contextes. Donc là, on voit comment on rejoint la PL, donc d'apprendre par la lecture puis d'utiliser l'information que je viens d'apprendre pour, après ça, la communiquer puis avoir appris par la lecture que je viens de faire. Donc, ici aussi, c'est la rendre accessible, mais l'utiliser dans le bon escient. Donc, la rendre accessible, c'est juste m'assurer, bien, si je vois, puis on voit comment la multimodalité s'embarque ici, bien, si je vois que ce que j'avais planifié, c'est essentiellement de l'information audio, bien, avant de la présenter, je vais aller m'assurer d'avoir quelque chose qui est visuel aussi pour soutenir. Si c'était essentiellement du visuel, je vais aller m'assurer qu'il y a une autre forme. Si c'était du textuel, je vais juste m'assurer que l'information est accessible à tout le monde
Donc, cette façon-là, c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe que ça, puis on pourra en discuter davantage ultérieurement, où vous allez retrouver aussi sur le site des exemples. C'est aussi donner la possibilité à l'élève de personnaliser l'information qu'on lui fournit. En ce qui concerne le comment, ça s'attarde vraiment à la manière de faire. Donc là, on lui donne à l'élève des outils ou une possibilité de choisir les tâches. Donc, moi, j'ai modélisé 2 ou 3 tâches. Bien là, tu vas choisir la tâche dans laquelle tu te sens le plus à l'aise à démontrer ta compétence. Parce que dans le fond, nous, on veut que sa compétence se développe, puis on veut trouver la façon dont l'élève est le plus efficient dans sa démonstration de sa tâche. Souvent, je reprends la lecture, là, souvent la tâche qui se retrouve à l'école, la tâche scolaire, c'est de répondre à des questions à la suite d'une lecture. Il y a beaucoup d'élèves pour qui ça va super bien, mais il y a certains élèves qu'on échappe parce que c'est une tâche qui ne correspond pas à leur façon de travailler, puis c'est une tâche qui ne leur permet pas de démontrer leurs compétences. On peut aller les rejoindre par une autre façon de démontrer leurs compétences, puis dans le comment, dans une différenciation pédagogique, puis dans une conception universelle d'apprentissage, on peut leur offrir, puis on est encore dans le respect de nos cadres de référence, dans nos cadres d'évaluation pédagogique, dans le cadre d'évaluation, excusez. Puis là, on est capable de voir est-ce que sa compétence se développe, puis je peux porter un jugement sur sa compétence tout en ayant une variété de façons de faire dans ma classe. Donc ça, c'était dans le comment. Le pourquoi, ben on est dans le système limbique. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais à l'école? Pourquoi je fais ces tâches-là? Pourquoi j'apprends? C'est offrir plusieurs moyens d'engagement. Puis là, on revient aussi à l'APL qui travaille cette sphère-là. C'est vraiment s'intéresser à la motivation, le soutenir dans l'effort et la persévérance, éveiller l'intérêt. Donc, offrir des tâches authentiques. Puis quand on est dans l'APL, on offre des tâches authentiques. Optimiser la pertinence et l'authenticité des tâches d'apprentissage proposées. Donc, ici, quand on est en apprentissage par la lecture, on va et qu'on communique notre apprentissage, ben, automatiquement, on est dans une tâche authentique parce que tout est connecté. Puis l'élève sait que ben, je vais faire ça, pas juste comme tâche, si je peux me permettre de dire scolaire, puis je vais fermer mon cahier après. Je vais vraiment apprendre quelque chose. Je vais avoir plusieurs opportunités d'apprentissage. Puis après ça, je peux le communiquer à quelqu'un. Puis, sur notre site web, déjà, on a utilisé des vidéos. Je pense que c'était une en univers social, je ne sais plus si c'était Micmac ou autre, une vidéo d'élèves qui expliquait une des sociétés, je ne me rappelle plus exactement c'était lesquelles, avec un fond, je pense qu'ils l'avaient fait avec un fond vert, puis après ça, ils ont tout travaillé, puis ils donnaient toutes les précisions par rapport à la société qu'ils étudiaient. Puis on l'a réutilisé. Donc, vous voyez à quel point ça peut être valorisant, authentique comme tâche. Puis ils ont appris, ils ont développé leurs compétences. Donc, ça, c'est pour la conception universelle des apprentissages. Je vais regarder s'il y a autre chose à dire. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est quand on a des attentes claires et des intentions d'apprentissage claires pour nos élèves, les chemins qu'ils prennent peuvent varier. Ça nous importe peu. Ça va nous donner beaucoup d'indications sur le profil d'apprenants qu'ils sont, puis ça va nous donner beaucoup d'indications pour connaître l'apprenant et le soutenir dans ses apprentissages, mais ça va pas influencer
le développement de sa compétence. Puis, dans le fond, c'est ce qu'on vise, c'est que sa compétence se développe. Donc, voilà pour la CUA, l'acronyme CUA. Je continue avec comment planifier. C'est rapide, hein, peut-être, mais je sais que c'est beaucoup d'informations aussi. Donc, dans le fond, la planification, comment on la voit sur le site LIRE, c'est surtout cibler les apprentissages qu'on veut faire en interdisciplinaire, choisir les outils, l'évaluation, les tâches, puis le soutien et sélectionner un mode. Donc, je vais aller sur le site pour modéliser un petit peu comment ça se passe, puis peut-être pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'aller visiter le site, ça vous fera une petite visite guidée. Donc, sur la page d'accueil, vous avez comment utiliser le site. Ça aussi, c'est une vidéo qui détaille un petit peu au niveau de la planification. Donc, si je veux planifier, je peux aller sur planification interdisciplinaire. Ici, j'ai 2 vidéos qui sont intéressantes. Si vous avez à enseigner les arts, si ça fait partie de votre tâche, vous pouvez regarder cette vidéo. Puis vous avez une vidéo en univers social qui vous donne aussi des indications intéressantes pour cette discipline. Donc, je vais aller sur planification, puis je vais, vu que moi j'ai planifié d'être en interdisciplinarité avec LIRE et ECR. Donc, tout est téléchargeable, puis la majorité des choses, des documents pour les enseignants et enseignantes sont en Word. Les documents multimodaux sont en PDF. On n'avait pas d'autres options, mais comme ils sont libres de droit, sachez que vous pouvez aussi apporter des modifications. C'est ça que ça vous donne. Donc, si vous voulez modifier quelque chose, la licence que nous, on a déposée sur le site, ça vous donne ce droit-là. Par contre, vous n'avez pas le droit de revendre ces documents. Puis, juste comme information, les images ou les vidéos ne nous appartiennent pas. Donc, ça, ils sont libres de droit comme utilisation, mais pas pour modification. Et je rajouterais que tous les textes sont lisibles par la syntaxe vocale. Oui, donc vous n'avez pas à numériser. Tout est déjà fait pour tout le monde. On s'est assuré de l'accessibilité. Donc, ça, c'est ma grille de planification interdisciplinaire. Puis, on avait comme mot d'ordre, on veut vraiment que ce soit facile d'utilisation, puis assez efficace. Donc, je vais agrandir pour que ce soit assez visible. Est-ce que vous voyez bien? C'est assez... oui? Donc là, j'ai le lien avec mon programme. Donc, pour que je puisse cibler, qu'est-ce que je veux aller cibler dans mon programme puis évaluer. Donc, j'ai tous mes critères d'évaluation. Ma communication, les stratégies à enseigner selon l'APL, puis mes stratégies dans la PDA aussi. Et j'ai une colonne où je vais décrire ma situation d'apprentissage, puis les tâches. Donc, j'ai ces colonnes-là. Donc, comme je suis en ECR, désolée Catherine, comme je suis en ECR, j'ai décidé avec mes élèves de cibler pour mes élèves une description de la situation. Donc, je peux venir cocher ou juste surligner, hein, c'est assez simple. Mon attente, excusez, là, je tourne ma tête, mais je regarde mon deuxième écran. Puis, par exemple, comparaison de points de vue. Hein, quand ils vont faire le débat ou parler entre eux, discuter, je veux qu'ils comparent leurs points de vue. Ça pourrait être ça. Puis là, en français, je peux aller surligner, c'est sur compréhension de l'élément significatif d'un texte. Interprétation aussi, parce que quand on veut former son opinion, souvent, on est porté à interpréter ce qu'il y a dans le texte.
Donc, ça, c'est pour le français, lire l'ECR. Et puis, écriture, ça va dépendre de leur projet de communication. Mais je peux dire que dans leur trace, ça se peut que je puisse aller voir aussi des éléments d'écriture. Ça ne va pas être dans une situation d'écriture comme telle, mais je peux peut-être aller me dire, est-ce que je peux regarder le respect des normes orthographiques ou est-ce que je peux regarder la syntaxe? Ça va dépendre des tâches. Pour la communication, comme je vous ai dit, dans le projet LIRE, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait des moments de communication, d'échange durant la situation d'apprentissage, puis comme finalité. Donc, l'élève communique l'apprentissage qu'il a fait. Donc, il y a dans l'onglet, je reviens dans le site. Est-ce que ça a suivi? Oui, parfait. Ici, quand je vais dans le communiqué, j'ai des idées de communication de fin de projet pour communiquer oralement, par écrit ou de manière artistique. Puis, j'ai ici un dossier « Comment accroître la place de la communication en classe ». C'est un dossier téléchargeable, puis j'en ai un ici, idées de communication des apprentissages. Donc, là, vous avez toute une banque d'idées. Je peux aller donc sélectionner des idées pour communiquer. Puis aller dans ma grille stratégie en OCR pour interroger un point de vue. Je peux aller regarder mes stratégies de communiquer et en placer quelques-unes ici. Pour mon projet de communication, dans une optique de démocratiser la classe, je vais aller faire ça avec mes élèves. Je vais voir est-ce qu'ils préfèrent qu'on fasse un projet de classe ou des sous-groupes. Donc, chaque sous-groupe choisit son projet. Donc, on peut faire ça aussi dans une conception universelle. Ça donne le choix, puis là, je suis plus dans le pourquoi je fais ça. Donc, je rejoins plus l'intérêt puis la motivation de mes élèves. Donc, dans les stratégies, je viens cocher ce que je vais développer, que ce soit pour les en ECR ou dans les stratégies de lecture. Donc, en ECR, vu que j'avais coché ici dans mes critères d'évaluation, description de la situation, je vais aller cocher en cohérence, utilisation de la description pour énumérer les caractéristiques d'un sujet traité. En lecture, il y a un historique d'enseignement, donc c'est sûr que vous connaissez vos élèves et que vous savez ce que vous avez enseigné. Peut-être pas en septembre, mais bon. Je vais vous montrer quelque chose pour septembre. Disons que j'ai déjà travaillé toute la notation du texte, puis maintenant, ce que je veux cibler, c'est la prise de notes, mais l'organisation de l'information. Donc, je veux qu'ils reprennent cette information puis qu'ils la mettent dans un organisateur graphique. Sous forme de tableau, de graphique ou de paragraphe, ça va être à eux de choisir. Donc, moi, je vais me sélectionner cette stratégie-là de l'APL. Donc, nous, on a déjà travaillé ça, la notation de texte, surligner ce que je ne comprends pas, annoter les supports paratextuels, souligner l'information importante. Ça, tout ça, on a déjà fait. Maintenant, disons que je suis rendue à cette stratégie-là. Il n'y a pas d'ordre, mais bon. Donc, je suis rendue là. Maintenant, je vais sélectionner le thème que je veux travailler en ECR, puis décrire un petit peu ici comment ça va se passer. Je retourne là, je vais dans mes thèmes. Mon thème chouchou, je vais vous dire, c'est droit et liberté. Parce que ce thème-là, il a été écrit par nos élèves du secondaire. Donc, tous ces textes-là sont écrits par nos élèves de secondaire, de Horizon Jeunesse. Non, c'est pas vrai, Polyjeunesse. Et c'est des élèves qui avaient des difficultés d'apprentissage en français. Donc, ils avaient vraiment une tâche authentique, écrire pour un réel auditoire. Donc, et on a rendu leur texte après ça multimodal. Donc, c'est ça.
Donc là, je choisis mon thème. Je sais qu'il y a ici un élément déclencheur. Je vais le choisir pour ma phase initiale, mon élément déclencheur. Je pourrais modéliser. Donc, je sais que j'ai déjà travaillé la prise de notes. Donc, je pourrais modéliser ma prise de notes, puis reprendre cette information-là, puis la mettre dans un tableau ou dans un graphique. Ça, c'est modélisation 1. Par contre, j'ai un petit bémol parce que le texte ici n'est pas dans la même forme que les textes qui sont là. Donc, je reprendrai un autre texte pour faire une modélisation sur la même forme de texte. Ce que je viendrai inscrire ici. Puis ensuite de ça, je les laisserai aller sur les textes qu'ils veulent. Je ne mettrai pas une limite de texte à lire ou de documents à consulter. Pourquoi? Pour ceux qui sont plus rapides, qu'ils n'aient pas de frein, puis ceux qui sont plus lents dans leur consultation de documents, qu'ils n'aient pas une pression. Donc, puis qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont développer leurs compétences. Ceux qui lisent plus lentement puis qui consultent des documents, des vidéos plus lentement, ils vont développer leurs compétences de comprendre, d'aller chercher de l'information, d'apprendre par la lecture, en OCR aussi, développer un point de vue. Et ce qui va se passer, c'est que je vais organiser des moments d'échange où ceux qui ont lu plus, consulté plus de documents, vont pouvoir alimenter ceux qui en ont consulté moins. Donc, ils vont compléter l'information de cette forme-là. Et ce qui va se passer, c'est que tout le monde complète son information. Tout le monde a développé sa compétence à son rythme. Je n'ai pas imposé de rythme, mais tout le monde développe sa compétence pareil. Donc, moi, ce que j'organise dans ma planification, c'est des moments d'échange en grand groupe ou en sous-groupe, des moments où ceux qui vont plus rapidement, je n'ai pas besoin d'aller voir nécessairement en pratique guidée, mais je peux aller voir mes élèves qui ont plus de difficultés. Je vais les voir plus fréquemment en pratique guidée. Puis les autres, ben, je peux faire juste de la rétroaction ponctuelle sur leurs travaux. Et dans les tâches que l'élève réalisera, il y a une tâche ici proposée. Je peux choisir de faire cette tâche-là. Ce qu'on suggère fortement dans le projet LIR, c'est que ce soit la même tâche tout au long du projet. Comme ça, l'élève s'applique à développer la stratégie ciblée. Donc ici, c'est de reprendre l'information, l'organiser dans un organisateur graphique ou dans un tableau. Maintenant, comme on est dans une conception universelle, l'élève peut choisir de faire cette tâche-là, mais il peut choisir de prendre une feuille blanche puis de l'organiser en forme de paragraphe. Il peut l'organiser sous forme de tableau aussi. Ou sinon, je peux retourner, dans planification, j'ai des tâches récurrentes ici que l'élève peut venir choisir. Ce qui est important de faire aussi, c'est un exemple oui puis un exemple non, pour que l'élève sache à quoi s'attendre, puis sache à quoi je m'attends quand je demande cette tâche-là. Donc ça, c'est un exemple que je ne veux pas avoir. Je ne veux pas que tu me retranscrives le texte dans un tableau. C'est pas ça que je veux. Je veux que tu me mettes les mots-clés dans ton tableau. C'est ça, l'information qui est pertinente. Puis on va le faire 1 ou 2 fois ensemble ou 3 fois. Je vais le reprendre avec les élèves plus en difficulté une 4e ou 5e fois. Donc, c'est ça qu'on fait. Et je ne change pas la tâche à chaque fois parce que je ne veux pas que l'élève ait à s'approprier la tâche à chaque fois. Je m'en fous de la tâche. Moi, je ne m'en fous pas de la tâche. La tâche, c'est de vraiment appliquer la stratégie, la forme de la tâche. Il faut qu'elle soit vraiment la même pour que l'énergie que l'élève met dans son travail, ça soit appliquer la stratégie qui est d'organiser l'information pour cet exemple-ci. Donc voilà. Ce que je peux aller aussi faire sur ce site, ce qu'il me propose, c'est actions de l'enseignant pour soutenir l'élève, puis outils APL. Ce sont aussi des outils pour soutenir l'élève. Puis dans cette section-là, on va bientôt déposer des outils d'autorégulation aussi, que l'élève pourra utiliser, puis que l'enseignante pourra fournir une rétroaction par rapport à cette autorégulation.
Donc, voilà pour comment planifier à l'aide du site Lire. J'espère que vous n'êtes pas trop en surcharge. Je sais j'ai donné beaucoup d'informations. Donc, on va passer à la période de questions-réponses. Audrey, si tu veux bien arrêter l'enregistrement maintenant, puis je vais arrêter le partage d'écran aussi.